Bonsoir, nous sommes le vendredi 5 septembre 2014 et je voudrais vous parler, pour commencer, de l'astrologie juive. Ça tombe bien puisque justement nous sommes à la veille du Shabbat et que le Shabbat commence en fait à la tombée de la nuit. Et ça veut dire que, effectivement, je pense qu'une astrologie juive devrait calculer le thème astral, non pas à partir de l'ascendant, mais à partir du descendant. Parce qu'en réalité, c'est quand même au moment où le soleil se couche que l'on commence à voir les étoiles, et donc on peut voir les premières étoiles. Tout comme lorsque, autrefois, pour savoir quand le mois commençait, il fallait capter le premier croissant de lune. Il y avait un veilleur à ce sujet, une vigie. Donc je propose de calculer judaïquement, de placer la maison 1 au-dessous de l'horizon, à la place de la maison 6 actuelle. Et donc les maisons 1 à 6 seraient sous l'horizon, et puis quand on passerait au-dessus de l'horizon, on aurait les maisons 7 à 12, où il n'y aurait plus, il n'y a plus cette visibilité stellaire, puisque quand il y a du... Bon, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, bon, il me paraît nécessaire aussi de mettre l'accent sur le fait que nous n'avons pas forcément besoin du 12 en astrologie juive. La plupart des ouvrages sur l'astrologie judaïque parlent du 12, des 12 tribus, des 12 fils de Jacob, mais en réalité, je crois que ce sont des emprunts tardifs, et je crois nettement préférable de parler d'un zodiaque à 4 signes, un zodiaque central lié aux 4 constellations qui correspondent d'ailleurs à des 4 étoiles fixes royales, à savoir le taureau, le lion, l'aigle et l'homme. Et on les trouve dans le livre d'Ézéchiel, les chayot, ça s'appelle les chayot, et ça s'appelle aussi, dans la tradition chrétienne, le tétramorphe, qui donne d'ailleurs le sphinx, qui donne aussi les emblèmes pour les évangélistes, aussi l'arcane majeur du monde dans le tarot, etc. Le problème, c'est que, et je voudrais parler aussi, justement, parce que ça tombe bien aussi, nous sommes déjà en septembre, à la fin du mois de septembre, on aura la nouvelle année, et donc la nouvelle année commence à l'automne. Un peu quand même surprenant, un petit peu, mais je crois qu'il faut l'expliquer par la pression des équinoxes. C'est-à-dire que probablement, il y avait une certaine étoile qui marquait le début du processus annuel, et avec le temps, cette étoile, elle est passée du printemps à l'automne. De la même façon, je pense que l'aigle ne correspondait pas à l'automne, mais plutôt au printemps. Mais ça, c'était il y a 12 000 ans. Donc il y a eu effectivement le grand cycle de la grande année, mais aussi le cycle de la précision d'équinoxe, mais plus de 25 000 ans, donc la moitié de 25 000 ans, pour qu'il se trouve aux antipodes de l'endroit où il se trouvait initialement, ça renvoie à peu près à 12 000 ans. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que je crois beaucoup plus à la division en 4, en 8, que la division en 12. Cette division en 12 ne me paraît pas du tout judaïque, même si dans mes précédents ouvrages, il y a longtemps maintenant, j'avais mis un accent sur ce point, mais en fait, à l'époque, je connaissais mal encore l'histoire de l'astrologie, en tout cas, je n'avais pas approfondi certaines questions, je n'avais pas réfléchi assez sur ces questions, et donc aujourd'hui, je serais très éloigné d'associer le judaïsme avec les 12 mois. En revanche, j'associerais volontiers avec les 4 semaines, avec le Shabbat, si ce n'est que je pense qu'il faut diviser la semaine en 2 parties égales, à peu près égales. Alors, parce que toute division doit être aussi une subdivision. Donc si on divise en 4, on divise en 8. Parce qu'il y a toujours un pôle où la configuration est puissante, et un pôle où elle se dilate, elle se défait.
C'est une espèce de loi fondamentale qu'il y a toujours un moment où les choses commencent et un moment où les choses se terminent. Bon. Alors, je crois plutôt à une division en deux de la semaine, en tout cas, et non pas le Shabbat, un jour, et puis après le reste de la semaine. Ça, je crois aussi qu'il faudrait rectifier ça. Et d'ailleurs, en Allemagne, en allemand, et aussi dans les langues slaves, on célèbre le milieu de la semaine. Mittwoch, ça veut dire le milieu de la semaine en allemand, et ça devient le mercredi. Et nous, en France, d'ailleurs, on a le jeudi ou le mercredi pour marquer le milieu de la semaine. C'est là, à ce moment-là, que l'école s'interrompt, se suspend. D'où la formule la semaine des 4 jeudis, pour dire une semaine qui n'existe pas. Et donc, oui, il y a pas mal de corrections à faire pour arriver à une astrologie vraiment juive. Alors, on pourrait aussi parler, bien sûr, de Nostradamus, parce que Nostradamus était d'origine juive. On pourrait parler d'Abraham ibn Ezra, qui est un grand astrologue du XIIe siècle qui vivait en Espagne, à Tudela. Et je m'y suis consacré également, puisque j'ai publié en 1977 les 2 premiers traités de l'astrologue Abraham ibn Ezra, connu également sous le nom de Aben Ezra. Et j'ai été surpris récemment de voir que, j'aurais dû le savoir d'ailleurs, mais enfin, j'ai été surpris tout récemment de voir que Shlomo Sela, lorsqu'il a commencé au début du XXIe siècle à publier les œuvres complètes de Abraham ibn Ezra, n'a pas signalé ma propre édition de 1977. Je n'ai pas apprécié beaucoup cette façon de faire. Et à la suite de cela, je suis revenu sur le sujet et ça m'a fait penser à Nostradamus au niveau de la problématique de recherche, de critique, parce qu'on voit un grand ensemble de textes, hein, les opéras omnia qui ont été imprimés à la fin du XVe siècle et réédités au début du XVIe siècle, donc bien après la période d'Ibn Ezra. Et j'ai regardé un peu tout ça et j'ai déjà aperçu un certain nombre d'anomalies, de bizarreries. Je suis un peu le spécialiste de ce genre de découverte. Et j'ai commencé à poser un certain nombre de questions sur l'authenticité de ces ouvrages. Est-ce que c'est d'un seul et même auteur? C'est le même genre de questions que j'aurais posé pour Nostradamus, comme vous le savez probablement. Et donc, j'ai déjà mis en place une certaine méthodologie critique concernant le corpus abédézraïque et des points que Shlomo Sela semble avoir négligés complètement. Le plus marquant, c'est notamment, et moi-même je n'avais pas fait attention, le plus marquant, c'est le fait que dans un des traités que j'ai traduit de l'hébreu, le livre des fondements astrologiques, il y a 2 chapitres, dont le chapitre 10, où on dit Abraham dit que. Donc Abraham ibn Ezra dit que. Donc on ne voit pas très bien pourquoi l'auteur parlerait de lui à la 3e personne. Donc je pense que le livre des fondements astrologiques n'est pas d'Ibn Ezra, c'est un ouvrage qui est la critique de l'œuvre d'Ibn Ezra. Les 10 chapitres qu'Ibn Ezra a publiés dans le Principium Sapientiae, le commencement de la sapience des signes, eh bien, ça donnait lieu à 10 chapitres critiques sur Ibn Ezra. Et d'ailleurs, on voit des contenus qui sont tout à fait différents, des références tout à fait différentes de celles de l'ouvrage qui est assez commenté. Donc je ne crois pas qu'on puisse attribuer à Ibn Ezra le livre des fondements astrologiques, comme j'avais fait d'ailleurs à l'époque, et comme continue à le faire d'ailleurs Shlomo Sela 30 ans plus tard. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait signaler comme cela. Nous avons affaire plutôt à une attaque contre les ouvrages, contre la pensée, contre le traité et l'introduction d'Abraham ibn Ezra, et non pas ce que j'avais cru au départ, une sorte d'autocritique d'Ibn Ezra sur son propre travail. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi.
aussi une chose qui me paraît importante, c'est concernant l'astrologie juive, c'est effectivement bon, c'est un peu compliqué, mais enfin, c'est la dialectique du 7 et du 8. Il y a effectivement 7 jours, mais j'ai pas tellement de sympathie pour le 7, parce que le 7, évidemment, c'est pas un chiffre impair. Mais je note surtout qu'en Israël, ils se moquent complètement de tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les noms des jours de la semaine en Israël, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, plus le Shabbat. Ils ne donnent aucun nom aux jours de la semaine. Ils ne les anticipent pas comme nous faisons en Occident avec des noms de planètes. Et de même que les mois, chez les Israéliens, les mois, c'est les noms des mois en allemand. Januar, février, mars, avril, mai. Et la plupart des Israéliens l'ignorent d'ailleurs. Ce ne sont pas du tout les mois. Enfin, bon, les religieux évidemment utilisent les mois du calendrier hébraïque, mais dans la vie quotidienne, on dit tel mois, etc. De même qu'on dit d'ailleurs telle année, comme nous faisons à Paris. Je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne connaissent même pas le nombre d'années correspondant à l'année juive. Il y a aussi l'affaire de Saturne qui est intéressante, effectivement, parce que les planètes ont quand même un nom en hébreu, et le nom de Saturne c'est Shabtai, curieusement, Shabtai. D'ailleurs, il y a un très grand prophète, faux prophète du XVIIe siècle qui s'appelle Shabtai Tzvi, et Shabtai qui vient de Shabbat, mais qui vient aussi de Saturne. Donc le jour de samedi, c'est le jour de Saturne. Et d'ailleurs, les Anglais disent Saturday, c'est le jour de Saturne. Donc, je pense que Saturne joue un rôle très important. Il y a le lundi qui est le jour de la Lune, il y a le samedi qui est le jour de Saturne, et puis il y a le Soleil qui joue un rôle un petit peu, à mon avis, à part. Donc, si vous voulez, je pense que pour revenir à la question tout à l'heure, on a 3 jours, lundi, mardi, mercredi, qui correspond à la première partie de la semaine. Ensuite, on a jeudi, vendredi, samedi, qui correspond à la deuxième partie de la semaine. Et puis, on a un élément intercalaire qui est le jour du Seigneur, le soleil, etc. Donc, voilà comme, à mon avis, ça s'est organisé. Voilà pour l'astrologie juive dans l'immédiat.